Bien, donc on se réunit là pour 1 heure pour cette dernière table ronde. Je laisse à chacun le temps de s'installer, de terminer sa conversation. Et on va parler de l'offre touristique de proximité. Donc la logique, on a parlé sémantique, un peu théorie, après la formation, comment elle s'adapte, et qu'est-ce que ça donne en matière d'offre. C'est quoi l'offre touristique de proximité? Et on va entendre des réalisations et des perspectives autour de ces questions-là sur le territoire de la région. Donc on a parlé périmètre géographique, périmètre culturel, professionnel, de ce qu'est la découverte de proximité, l'évolution qu'elle induit dans les formations. Et là, on va voir comment ces évolutions ont influencé les offres. Et donc ce sont des témoignages d'acteurs de terrain qui vont illustrer tout ça. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Julien Goudot, qui est là en tant que président de Destination Anjou, mais qui a plein d'autres fonctions dont je parlerai tout de suite après. Pascal Nerrière, directeur de l'OTI du pays de Saint-Jean-de-Mont. Pascal là-bas. Philippe Aubrin, professeur agrégé spécialisé en tourisme, qui est venu avec ses étudiants, manifestement. Voilà. Karine Guyon, fondatrice et directrice de Loire Secret. Voilà, qui veut bien des applaudissements aussi, elle a dit. Et Claire Clément, qui coordonne la Loire à vélo. Voilà, en jaune. Merci à tous et toutes d'être là. Je me tourne vers Julien. Donc vous êtes aussi responsable tourisme et relations publiques de la Maison Ackermann. Vous nous accueillerez tout à l'heure. On aura le plaisir de découvrir ça ensemble. Pour cette table ronde, vous intervenez en tant que président de Destination Anjou. Donc il y a un réseau qui est chapeauté par la CCI du Maine-et-Loire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots déjà en quoi consiste ce collectif? Alors ce collectif de professionnels du tourisme, sites touristiques, hôteliers et restaurateurs, qui sont au nombre aujourd'hui à peu près de 80, porte une action de communication, de promotion d'une offre de qualité dans d'autres beaux départements qu'est le Maine-et-Loire. Et cette structure, effectivement, a été initiée en 1997, ça fait déjà plus de 25 ans, par la CCI du Maine-et-Loire, toujours soutenue activement par la CCI du Maine-et-Loire, et notamment la personne de Sylvain Dourneau, qui se trouve aussi dans l'Assemblée, qui anime ce réseau. Merci. Alors, quand on a préparé cette table ronde, on a parlé de deux choses. Mais on a d'abord parlé de travailler en réseau et pourquoi c'est important de travailler en réseau avec des opérateurs et des institutions et les acteurs de la formation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important et comment vous, dans ce collectif, ou avec votre casquette aussi Ackermann, pourquoi pas, comment est-ce que ça prend corps, ce travail en réseau? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors ensemble, on tente de se fédérer, de se connaître, d'être ensemble fiers de ce territoire, de se l'approprier ou de se le réapproprier. Nous avons plein d'atouts en Anjou. On a une faculté à être plutôt modeste en règle générale, et c'est vrai qu'il est important pour nous d'attirer au-delà des touristes, des véritables touristes. Jean-René, je crois, non, ne nous a pas quittés encore, mais aussi des excursionnistes ou même habitants de la région. Et donc l'idée, c'est de promouvoir à travers différents supports, que ce soit un guide papier qui est édité à 10 000 exemplaires, ou bien les réseaux sociaux, ou bien des actions de promotion. Nous nous réunissons généralement au minimum une fois l'année pour nous retrouver dans un site exceptionnel de notre région, et aussi de le valoriser, de le diffuser, parce que se retrouver entre soi, c'est peut-être bien, mais c'est surtout aussi de le communiquer, qu'il y a plein d'instants, de moments à partager aussi avec nos publics. Donc ça, c'était effectivement la première chose dont on voulait parler et mettre l'accent dessus, sur ce travail, et c'est pour ça que vous intervenez ici en premier, de montrer l'importance de travailler ensemble, de mutualiser des moyens, de se promouvoir ensemble, de montrer la cohérence d'ensemble qu'on a sur ce territoire en matière touristique. Et le deuxième point qu'on souhaitait aborder en termes de réalisation, j'en ai parlé rapidement ce matin, c'est que vous avez également visité nos entreprises en Pays de la Loire, et à Ackermann, vous accueillez 50 000 visiteurs par an. En quoi la visite d'entreprise vous semble-t-elle constituer un levier de la découverte de proximité?
Tout d'abord, il y a une activité économique importante dans notre région Pays de la Loire et cette association qui a visité nos entreprises en Pays de la Loire, soutenue par la région d'une part et la CCI régionale, a pour vocation eh bien de faire découvrir des savoir-faire, des métiers, de faire rencontrer aussi des professionnels au public. Cette activité de tourisme de découverte économique rayonne vraiment sur l'ensemble de nos départements des Pays de la Loire. Et c'est ce que nous voulons faire valoir, surtout dans des circonstances où il y a des métiers, un certain nombre de métiers qui sont aujourd'hui en tension. Et c'est un tourisme qui est finalement accessible d'une part, qui s'adresse à de nombreux publics, que ce soit bien les familles, les lycéens, les scolaires, voilà, des chercheurs d'emploi également. Ça montre vraiment toute l'activité riche économique de notre territoire. Alors on a monté un événement pour ce faire, en plus de l'activité qui peut se faire toute l'année. C'est un énorme avantage, c'est qu'on n'est pas tributaire uniquement de la saison touristique. C'est que souvent, à travers ces visites d'entreprise, on peut aussi ouvrir nos portes sur les ailes de saison ou sur la basse saison, et ça permet de déconcentrer aussi cette fréquentation. Et puis, ça valorise tout simplement, au-delà des savoir-faire, les productions locales, régionales, dont nous pouvons nous inspirer et dont nous pouvons être fiers. Effectivement, on en avait pas mal parlé. Ça peut créer aussi, on parlait d'une répétition sur la visite d'entreprise. Et c'est un des axes, et un des leviers forts d'un tourisme plus responsable, plus slow. On parlait du slow tourisme. Et qui, comme vous l'avez dit, valorise les savoir-faire locaux. C'est aussi un levier de déconcentration spatiale et dans le temps. On a beaucoup parlé, alors on est moins concerné ici en Maine-et-Loire, mais du surtourisme, et c'est aussi un des leviers qui est très utilisé pour amener les gens dans d'autres territoires, à d'autres moments, et ça développe, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça développe aussi beaucoup ce sur quoi travaillent les institutions du tourisme dans le département, le sentiment d'appartenance, la fierté des savoir-faire d'un territoire, etc. Et c'est aussi un excellent moment de rencontre, on en parlait beaucoup ce matin, entre des visiteurs, qu'ils soient lointains ou moins lointains, et les habitants. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu ou vous le vivez à Akerman au quotidien. Absolument. On a des fleurons de l'industrie française dans notre territoire, que ce soit du côté de Saint-Nazaire, en Anjou, en Vendée, même en Mayenne et dans la Sarthe. Mais simplement, je crois qu'il faut être fier de son territoire. Il faut vouloir y vivre, y rester. Et pour ce faire, eh bien, on a un bassin d'emploi qui est absolument incroyable, une richesse à la fois de savoir-faire et industriel. Donc, profitons-en. C'est vrai qu'on a le soutien pour cela aussi d'un certain nombre de partenaires, d'acteurs du territoire. On est avec notre ami de la Vendée, Pascal, mais on a le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aussi qui adhère à ce réseau Visiter nos entreprises. On a l'Estua, on a l'Anjou Bleu, le Saumurois, enfin tous les territoires qui aujourd'hui s'intéressent à cette activité de tourisme de découverte économique parce qu'ils ont bien compris que finalement, eh bien, ça permettait aussi de rendre encore un peu plus fiers et heureux les habitants de la région. Et d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, moi je trouve que c'est un format qui est plutôt facilitateur pour encourager le tourisme de proximité. Si tant est qu'on puisse parler de tourisme de proximité. Alors, ensuite, merci beaucoup Julien. Donc on verra effectivement, on pourra tester tout à l'heure et on verra les installations de Fontevraud donc, au sein des caves Akerman, si je ne m'abuse. Donc un bel exemple là aussi qu'on verra in situ de collaboration entre deux grands acteurs du territoire. Pour l'heure, je me tourne vers Pascal Nerrière, donc, qui est directeur de l'OTI, l'Office de tourisme intercommunal, je vais éviter les abréviations, Pays Saint-Jean-de-Mont, qui regroupe ce qui étaient 3 offices de tourisme auparavant. Donc pour vous, la proximité, elle prend corps dans la manière dont votre équipe s'implique auprès des opérateurs de terrain et utilise, on le verra de manière assez originale, les talents locaux pour valoriser votre territoire. Donc je vous laisse la parole avec quelques slides et vidéos. Oui, merci, bonjour à tout le monde.
Et d'abord, quelques petits mots pour présenter le pays de Saint-Jean-de-Mont. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est au nord-ouest de la Vendée, face aux îles Dieu et de Noirmoutier. Donc c'est un petit territoire par sa taille, c'est que 5 communes, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est presque 7 millions de nuitées à l'année, c'est 130 000 lits touristiques, dont la moitié en hébergement marchand, la moitié en non marchand. Et puis c'est 5 millions de visites d'excursionnistes, donc des gens qui sont là à la journée ou pour quelques heures. Donc voilà, ça représente 20% du poids du département de la Vendée. Donc très concentré, mais sur lequel il y a beaucoup, beaucoup à faire. Si on peut avancer, alors je suis debout parce que ça me permet de mieux suivre la présentation que je vais vous faire. Pascal, c'est Séverine qui s'occupe comme ça. Si vous avez besoin de lui faire signe pour les diapos. Ça marche, merci. Donc je vais montrer comment l'Office était facilitateur du développement du tourisme local. Donc en 3 points que je vais vous présenter, et je ne voulais pas vous le présenter de manière normale, je voulais vous le présenter avec des photos pour illustrer bien ce que l'on fait au niveau de l'Office. Donc l'Office, avant tout, c'est un réseau actif. On a 410 partenaires au sein de l'Office de tourisme. Et on travaille très bien avec les fédérations. Je pense à Séverine, la Fédération d'hôtellerie de plein air de Vendée, avec qui on travaille beaucoup, parce qu'on a une offre majoritairement sur le territoire qui est de l'hôtellerie de plein air. Nos professionnels ont en moyenne 2 contacts par semaine, que ce soit par des newsletters, que ce soit par des appels téléphoniques, que ce soit par des visites sur terrain, que ce soit par des rendez-vous professionnels qu'on organise, que ce soit par différentes manières, différents canaux. Mais voilà, un professionnel n'est jamais plus de sans nouvelles de notre part, plus d'une semaine. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a développé au sein de l'Office. Ça fait partie de nos caractéristiques, notre ADN. C'est également, on est facilitateur de croisements, facilitateur de rencontres. On n'est pas mythique, mais on facilite les connaissances croisées, notamment à l'occasion de rendez-vous professionnels, qui s'appelle le salon des pros. Oui, il faut que j'accélère. Oui, il n'y a pas de souci. On est également présent physiquement sur le terrain. L'équipe se déplace une fois minimum par an, par binôme de 2 personnes, pour faire l'approvisionnement de documentation. Et ça, on le fait généralement toute fin juin. Ça permet d'aller voir les professionnels, de prendre connaissance un petit peu de leurs nouvelles. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que toute l'équipe, même moi, participons à ça. Donc là, j'ai mis un petit clin d'œil pour 2 personnes. Ça illustre aussi un autre aspect de l'équipe. C'est Arnaud et c'est Laurane. Ce sont 2 des 4 alternants qu'on a au sein de l'entreprise. Donc Arnaud qui est en bac pro comptabilité et Laurane qui est en master marketing. Donc voilà, on a différentes palettes. Et puis des rencontres sur site pour toute ou partie de l'équipe. Au moins, on va privilégier l'équipe accueil qui est au contact des clients dans des rencontres in situ par des élus de tour. Là, en l'occurrence, c'est pour aller visiter un équipement culturel au sein d'une commune. Autre axe de développement, c'est comment on qualifie, c'est de qualifier l'offre, et puis c'est également de mettre en scène le territoire. Le rôle d'un office de tourisme, c'est aussi on est metteur en scène de notre territoire. On se doit de le rendre attractif, attrayant, et que chacun puisse aussi être fier de ce territoire. Donc on a plusieurs actions. Une des premières, c'est, je cache un petit peu, on a mis en place une démarche qui s'appelle Engagé pour une destination durable, qui regroupe 25 professionnels de tous horizons. On a des hébergeurs, des grandes surfaces, on a des associations, on a des commerçants, on a un petit peu de tout. Donc autour, l'idée c'est d'échanger sur des bonnes pratiques d'un point de vue développement durable, sur la gestion de l'eau, sur la gestion de plein de choses. C'est de travailler avec le syndicat, par exemple Trivalis, qui gère les ordures ménagères en Vendée. On travaille vraiment main dans la main. Et ce petit groupe de 25 est un petit peu en position d'éclaireur pour faire avancer le territoire sur cette notion de durable qui est très prégnante, sur le pays de Saint-Jean-de-Mont. On a également autre manière de mettre en scène le territoire, c'est la création de balades ludiques à notre initiative. Là où le privé ne vient pas, nous on y va d'un point de vue institution. Et l'idée c'est de montrer à partir d'escape game, de balades un petit peu énigmatiques, de découvrir le territoire qui peut se pratiquer en famille. Donc c'est aussi un produit qui permet de découvrir à la fois de manière très sympathique le territoire, mais aussi de manière transgénérationnelle.
Donc là, c'est le dernier qui est sorti, c'est le vol de Perlimpinpin. Voilà, donc vous partez avec votre sac à dos, parce qu'on parlait du sac à dos tout à l'heure. On part avec le sac à dos, et puis on part sur une forme de découverte, de chasse au trésor. La mise en scène, c'est aussi, elle appartient aux habitants du territoire. Et là, effectivement, on est très fiers de cette opération. C'est ce qu'on appelle les cartes blanches A. Donc on a fait une première vidéo il y a 4 ans, qu'on avait confié à un petit jeune du territoire de 17 ans pour qu'il nous raconte sa vision d'une saison au pays de Saint-Jean-de-Mont. Et puis là, on s'est adressé, l'an dernier, on a la chance d'avoir sur le territoire une famille qui s'appelle les Coderliers. Ce sont des cascadeurs qui travaillent pour des films. Ils ont bossé sur le dernier Astérix. Ils travaillent pour les pubs, pour Dior. Voilà. Et donc, c'est vraiment des gens qui sont très discrets, qui sont adorables. Donc, il y a le papa et ses 2 enfants. Et on leur a demandé de nous faire un petit film en simulant des effets spéciaux et qui nous racontent un petit peu leur territoire et comment ils vivent et comment ils sont amoureux du pays de Saint-Jean-de-Mont. Parce que finalement, ce sont bien les habitants qui parlent le mieux de leur territoire. Donc je ne sais pas si on est prêt pour... Oui, normalement, on peut diffuser la petite vidéo version courte et la version... Ça, c'est la version courte, voilà, c'est la version 30 secondes. Voilà, donc ce que peut donner la rencontre d'habitants avec une équipe d'office de tourisme qui est très impliquée, qui est très motivée. Il faut savoir que c'est une production quasiment 100% office de tourisme. J'ai la chance d'avoir au sein de l'équipe des pilotes de drones, des gens qui font des montages vidéo. Donc c'est aussi une vraie richesse et je tenais vraiment à le souligner aussi. Il y aura, vous aviez le QR code pour la version longue, donc vous l'aurez aussi dans le replay si vous voulez voir la version longue. Parce que là, ce n'est qu'un teaser. Dans la version longue, vous avez les coulisses. Vous voyez comment ça a été réalisé. 2 minutes 30, donc c'est pas non plus très très long. Donc on valorise également tout le côté local par les productions. Hein. Donc on a une boutique de produits locaux. Entre les deux. Voilà, donc une boutique de produits locaux, les boutiques de nos partenaires avec lesquels on travaille. Donc ça c'est... on ne va pas s'en cacher. Hein. C'est à la fois un outil de valorisation, mais c'est aussi pour nous un outil de rentrée commerciale. Et c'est un chiffre d'affaires qui progresse progressivement tous les ans. Troisième axe pour nous de ce travail de développement de proximité, c'est à la fois avec les habitants, c'est avec nos visiteurs, et puis bien entendu avec les professionnels. Je vous ai parlé de 410 professionnels tout à l'heure avec lesquels on travaille, territoire hors territoire. Donc on travaille plutôt de manière intelligente avec eux. Relation de proximité avec les communes. Le fait de regrouper un office de tourisme au sein d'un intercommunal fait qu'on a perdu une forme de proximité, entre guillemets, avec les communes. On nous l'a reproché, donc on l'entend. Et donc on revient maintenant avec des temps d'échange avec les professionnels de chacune des communes. Alors là, c'était à l'occasion d'une galette des rois, par exemple, ici à Notre-Dame-de-Mont, pour recréer ce lien et pour recréer du lien aussi entre les professionnels qui ne se connaissent pas nécessairement. Si on n'est pas là, ils n'iront pas se voir les uns les autres. Donc on est vraiment là pour créer ce petit moment. On est présent également sur ce qu'on appelle le hors-les-murs. Donc le hors-les-murs, c'est on sort de nos murs et on va au contact du public. Donc là, c'est pour un très bel événement qui a lieu à Fromentine, donc la Bardemont, la Vintage Fun Cup, qui est à la fois un rassemblement de combis, de vieux véhicules, mais également de régates type un peu ancien. Donc on est présent physiquement au milieu du public, au milieu des exposants, avec une association. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on cherche à être. Il faut savoir que nous, être présents, on accueille 170 000 visiteurs dans nos sites annuellement, mais on n'en touche qu'une infime partie. Donc être présent encore au plus près et avec les habitants, avec les visiteurs, nous, ça nous importe beaucoup. Autre action, on est, je crois, le seul office de tourisme, Mme Gosselin était là tout à l'heure, elle peut peut-être plus nous en parler, être affilié au bureau régional des tourismes des Pays de la Loire.
Donc ça nous permet de créer des fiches décors qui permettent, quand il y a une demande de film, de pouvoir répondre éventuellement à tel ou tel type de demande. Alors ça paraît anecdotique, mais des fois on peut chercher une friche, on peut chercher n'importe quoi. Et donc là, la photo qui illustre ça, c'est un film qui va sortir cette année à toute allure, avec Pio Marmaille. C'est un sous-marin. On aperçoit juste la partie submergée du sous-marin. Et c'est... Pourquoi c'était retenu ? Parce que l'estacade de Saint-Jean-de-Mont permettait d'accueillir ce type d'équipement et permettait de se projeter comme si on était en mer. Donc le fait de s'inscrire dans ce bureau, on l'a élargi également aux habitants. On a fait une réunion publique pour que les habitants inscrivent également leurs habitations ou leurs équipements, leurs bâtiments dans ce dispositif. Voilà, mais je tenais à finir par ça parce que j'en suis fier. La clé de la réussite de tout projet, c'est une équipe qui est vraiment engagée. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi 30 permanents, une quinzaine de saisonniers qui sont extrêmement, extrêmement engagés. Et j'aime à le dire, qui portent là, vraiment au fond de leur cœur, le pays de Saint-Jean-de-Mont. Et rien de plus. On nous le fait remarquer de l'extérieur. Les professionnels ne peuvent qu'adhérer au projet tant l'équipe porte ce projet. Voilà, donc on en est fiers. J'en suis très fier. Merci Pascal. Voilà, donc la proximité, elle réside aussi dans la proximité entre les équipes d'un OT et les acteurs d'un territoire et à l'intérieur même d'une équipe qui fonctionne bien. Je me tourne maintenant vers Philippe Aubrin. Vous êtes professeur agrégé d'éco-gestion, spécialisé sur la filière touristique et responsable du BTS Tourisme du Plessis-Mornay à Saumur. Et vous êtes passé avant par l'hôtellerie de plein air et l'animation de grands événements. Vous avez créé un projet très innovant porté par les étudiants du Plessis-Mornay, je crois qu'ils sont là-haut, hein, on a vu tout à l'heure, sur le territoire saumurois autour de pratiques éco-responsables qui consistent à sensibiliser les différentes parties prenantes du territoire, que sont habitants, touristes, professionnels, aux espaces naturels sensibles. Vous avez d'ailleurs un document qui est là, qui vous a été remis dans votre pochette d'accueil, ici, qui explique plus en détail ce projet. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs et comment vous avez créé ce projet et conçu notamment la mobilisation des partenaires autour de ce projet ? Oui, merci de me donner l'occasion de parler du projet qui n'est pas le mien mais qui est celui des étudiants. Et ça, c'est important. On évoquait ce matin, je crois, la crise sanitaire. On était en 2022. Les étudiants de deuxième année à l'époque étaient relativement frustrés de ne pas avoir pu avoir un cycle d'études à peu près normal. Et ils sont venus me trouver en me disant « on voudrait faire quelque chose pour notre territoire ». En fait, l'idée est partie de là. Et avec la réflexion qui a été la leur au travers de réunions, en fait, ils en sont venus à dire « mais notre territoire saumurois est un territoire qui nous est cher ». Il est au cœur finalement de l'activité économique et de l'activité touristique du territoire. Ce territoire est riche, mais il est aussi fragile. Donc on aimerait faire quelque chose pour à la fois valoriser cette richesse du territoire, mais également faire passer un message à tous ceux qui en profitent, que ce soit les habitants, que ce soit ceux qui y travaillent, que ce soit ceux qui viennent en vacances, pour les inciter effectivement à adopter des comportements responsables vis-à-vis de ces territoires-là. Donc l'intelligence des étudiants a été d'abord de s'entourer d'un certain nombre de conseils, de parrains, de marraines, qui ont été bien évidemment de très très bons conseils, qui ont permis d'ouvrir des portes. Et la clé de l'opération a été la rencontre avec Madame Goukasov, conseillère départementale, puisque le département mettait en place, ou venait juste de mettre en place, un plan quinquennal pour la biodiversité. Et au cœur de ce plan quinquennal, il y avait les espaces naturels sensibles. 89 sur notre beau territoire, ils sont nombreux, dont beaucoup sur le Saumurois. Ce sont des territoires qui sont très riches, qui contribuent effectivement à l'attractivité de l'Anjou, qui contribuent à sa richesse, à toute l'activité qu'on peut avoir dessus, je pense à la viticulture notamment, etc., et à l'activité touristique. Et l'idée a été saisie
choisi de dire on va mettre au cœur du projet les espaces naturels sensibles et on va, au travers des espaces naturels sensibles, essayer de convaincre les différentes parties prenantes de la préciosité, le terme n'est pas de moi, il est de Sandrine Lyon, maire de Fontevraud, de la préciosité de ces territoires et inciter tout un chacun à, je dirais, non seulement les découvrir, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre sous cloche, mais il s'agit au contraire de les découvrir et d'en préserver l'authenticité et la biodiversité. À partir de là, il y a eu tout un travail fait par les étudiants avec leurs parrains et leurs marraines. Et en fait, l'idée a été de dire, bon, en fait, les cibles de communication, mais si on veut utiliser un langage marketing, sont les touristes, bien entendu, ceux qui fréquentent le territoire, ceux qui y vivent, et je disais tout à l'heure, ceux qui y travaillent. Et en tant qu'étudiant, il leur est apparu difficile d'imaginer de toucher en direct et les touristes et les habitants. Par contre, en passant au travers et par l'intermédiaire des professionnels du tourisme, dont la clientèle est justement ces fameux touristes et ces habitants, c'est de les convaincre, ces professionnels du tourisme, d'agir avec eux et de mettre en place des actions concrètes et des activités de découverte de proximité, puisque c'est le thème du jour, de mettre en place ces actions à destination de ces publics. Donc, il y a eu plusieurs temps dans l'opération. Le premier temps, ça a été d'aller à la rencontre de ces professionnels, de les convaincre d'accompagner les étudiants dans le projet. Et ensuite, dans un deuxième temps, avec chacun de ces professionnels, d'identifier un espace naturel qui faisait sens avec leur propre activité et d'imaginer comment on pouvait utiliser cet espace naturel pour pouvoir soit créer des activités, soit créer des actions qui contribuaient à faire passer des messages visant à, un, valoriser le territoire et deux, à favoriser le développement de ces comportements éco-responsables. Éco-gestes. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez nous parler d'un projet, par exemple? Je sais qu'on a parlé de celui du centre social implanté proche du chemin vert. Est-ce que vous voulez en dire deux mots peut-être pour illustrer votre propos sur un projet ou un autre? Volontiers. Il est un peu emblématique celui-là parce que c'est le professionnel qui nous a rejoint n'est pour une fois pas un professionnel du secteur touristique au sens propre du terme, puisque c'est un centre social. Mais Delphine Foussier, qui est la responsable, a eu à cœur de dire mais c'est une opportunité, et là on est en plein dans la découverte de proximité, c'est une opportunité pour moi en tant que responsable de ce centre social dans un quartier de Saumur, de pouvoir faire découvrir aux habitants du quartier ces espaces naturels sensibles, que pour la plupart ils ne connaissent pas, et leur faire comprendre que finalement, ces espaces naturels sensibles contribuent effectivement à, je dirais, la qualité du territoire, la qualité de vie du territoire. Donc, avec les étudiants, il a été mis en place des sorties de terrain sur cet espace naturel sensible, avec ensuite un deuxième temps de retour d'expérience au centre social pour décrypter avec des partenaires, des associations, ligues professionnelles pour les oiseaux, etc., ce qu'ils auront pu découvrir et voir sur leur sortie de terrain. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de découverte de proximité à destination, cette fois-ci, des habitants du territoire. Avec l'idée de on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Exactement. Donc il faut commencer par découvrir et sensibiliser, faire connaître aux gens pour qu'ils l'aiment et qu'ils aient envie de protéger derrière. Merci beaucoup. Et donc, vous avez dans le livret l'ensemble de ce projet qui est détaillé. Je me tourne maintenant vers Karine Guyon, qui a déjà une carrière riche à son actif, puisque vous avez travaillé avec Maurice Freund à Point-Afrique. Moi qui ai travaillé dans le tourisme équitable, ça m'a tout de suite parlé, évidemment, un des fondateurs de ce type de tourisme-là. Et puis, vous avez travaillé dans l'événementiel à Destination Angers pendant 5 ans. Et il y a 11 ans, vous avez créé Loire Secret. Et vous siégez par ailleurs au bureau de l'association France DMC Alliance, qui est le réseau des agences réceptives françaises. Loire Secret propose des expériences avec des acteurs du territoire, vous nous direz lesquels, je vous en citerai quelques-uns, et à destination de divers publics. On parlait tout à l'heure, j'ai dit qu'on le mentionnerait, on parlerait de tourisme d'affaires, donc du maïs, et puis des voyageurs indépendants.
Et pour mener à bien cette activité, vous avez développé un maillage exceptionnel d'acteurs et de producteurs. Et vous utilisez une jolie métaphore musicale pour expliquer votre métier. Peut-être que vous pouvez nous la partager, parce que j'ai bien aimé, si vous vous en souvenez, quand on en a parlé ensemble. Sinon, je l'ai là. Merci, oui. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Et je suis vraiment très honorée d'avoir la chance de partager avec vous notre métier qui est agence de voyage réceptive. Puisque c'est un métier qui est peu connu. On connaît bien les distributeurs, mais on ne connaît pas le métier de réceptif. Réceptif, nous accueillons les visiteurs étrangers et ou les visiteurs qui viennent découvrir notre territoire. Donc en effet, la métaphore, c'est que nous sommes comme un chef d'orchestre. C'est bien celle-ci dont vous pensiez. Okay. Donc chef d'orchestre qui va coordonner, assembler les musiciens et surtout s'assurer pour créer une belle harmonie, qu'ils s'écoutent entre eux. Et donc, selon le profil du client que nous avons en face de nous, nous allons l'orienter vers tel et tel musicien pour créer une jolie symphonie. Et c'est tout l'enjeu et tout le cœur du métier. Donc, nous avons 2 secteurs de clientèle. Tourisme d'affaires, vous l'avez justement dit, clientèle MICE, essentiellement bassin Île-de-France et Grand Ouest. Et puis, clientèle internationale, du FIT, où là, on travaille pour des agents de voyage et des tours opérateurs, essentiellement nord-américains. Pour cette clientèle-là, nous avons des chauffeurs guides multilingues qui vont les cueillir à l'aéroport et qui les amènent découvrir nos régions. Je dis nos régions puisque nous travaillons sur tout le Grand Ouest, de Nantes à Sancerre et la Normandie et la Bretagne. Pour la clientèle nord-américaine, le tourisme de mémoire était essentiel et les châteaux de la Loire, avec des wine tours et des castle tours, étaient un combo plutôt gagnant. Et dès le début, le parti prenant, il y a 11 ans, c'était de dire on va à la rencontre des acteurs du tourisme, à la rencontre des acteurs du territoire. Et jamais on s'est orienté vers du tourisme de masse. Et ce que nous avons offert à la clientèle loisirs étrangère, on s'est dit il faut l'offrir également à la clientèle française d'affaires. Et donc, pour répondre à ce marché de proximité, on s'est dit comment on va mettre en lumière ces acteurs, comment on va les rendre accessibles pour le tourisme d'affaires, au même titre que pour la clientèle étrangère. Clientèle étrangère, je rappelle, on est avec des chauffeurs guides privés, donc c'est facile d'aller à la rencontre et d'organiser un entretien avec un vigneron en privé, un châtelain, un tea time privé ou un atelier culinaire après avoir visité un jardin et transformé ses produits avec un cuisinier. Là, on est vraiment sur une expérience pour le tourisme d'affaires, de dire on a une région avec une forte identité. On a comme colonne vertébrale le fleuve, terrain de jeu, troglo, château, vignoble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ce terrain de jeu pour les amener à découvrir l'identité, la forte identité et surtout les personnages. On a des personnages sur le territoire qui sont des passionnés, on en a entendu plein ce matin, mais qui sont extrêmement engagés et qui ont envie de partager cette passion. Et comme on l'a dit ce matin, si je déguste un vin que je vais prendre dans un rayon en supermarché, ou si je déguste un vin après avoir rencontré le vigneron, découvert sa passion, découvert ses sols, compris ses cépages, son terroir, naturellement, je ne vais pas du tout vivre la même dégustation. Et quand je vais repartir avec ma bouteille chez moi, lorsque je vais l'ouvrir, déjà je vais la partager différemment. Et surtout, à mon bon souvenir, les saveurs vont revenir et les images, etc. Il faut savoir que sur le tourisme d'affaires, on a vu le marché évoluer. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait 5 ans au sein du bureau des congrès des événements d'Angers. Il y a 15 ans, les rencontres professionnelles étaient pour séduire des clients ou des prospects. Aujourd'hui, les rencontres professionnelles sont pour fidéliser les collaborateurs, séduire et avoir ce sentiment d'appartenance pour les collaborateurs. Et donc l'enjeu pour les entrepreneurs ou pour les managers a complètement changé. Leur volonté lorsqu'ils réunissent leurs collaborateurs, c'est de dire soyez partie prenante, soyez fiers d'être ici, d'être dans notre entreprise et pourquoi être plus chez nous qu'ailleurs. Parce que nous sommes engagés. En quoi on est engagés ? Avant le Covid, ils n'avaient aucun problème pour les envoyer à 2 heures de vol. Tout le monde prend l'avion, on s'éclate, on va s'amuser 3 jours à Djerba, on revient. Au moins 2 heures. Au moins 2 heures, voire plus. Et tout a changé. Il y a eu un rééquilibrage assez incroyable qui fait qu'aujourd'hui, déjà, les collaborateurs vont être extrêmement sensibles à qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, quel est l'engagement de mon employeur, où est-ce qu'il nous envoie, est-ce que ça a du sens, comment on se déplace pour se rendre à ce lieu de séminaire.
Et si on va là, pourquoi on y va? Pourquoi ils nous amènent sur la façade atlantique ou pourquoi ils nous emmènent découvrir les châteaux de la Loire? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va partager? Et puis depuis le Covid, ce qui s'est passé aussi, c'est que le télétravail, c'est magique, ça s'est bien développé, c'est fabuleux, on reste 2 jours travailler à la maison et on va le reste de la semaine au travail. Ce qui fait que l'on se croise et que l'on ne se connaît plus. Et la cohésion d'équipe, elle est complètement envolée depuis le Covid. Donc naturellement, les employeurs ont besoin de fédérer les collaborateurs sur des valeurs de l'entreprise. Et donc les valeurs de l'entreprise, elles passent par là. Les richesses de notre territoire. Pourquoi je vous amène ici? Donc quand je vous parlais de la clientèle Île-de-France, c'est qu'on les amène à moins de 2 heures de Paris en train, on les cueille avec des transports doux et on va les amener au cœur du vignoble, au cœur des troglots et des châteaux. Et là, on va leur faire vivre une expérience identitaire du territoire avec des gens passionnés sur le territoire qui font qu'ils vont repartir avec une banane incroyable, une énergie boostée à bloc, avec une fierté d'appartenance à leur entreprise parce que leur employeur leur a fait vivre une expérience qui a du sens. Parce que là, on a un retour aux sources, on mange local. On parlait ce matin de manger des produits de proximité, circuits courts et compagnie. On a mangé local, on a rencontré le producteur, on a vécu ces expériences. Donc c'est un réel bonheur de travailler avec les acteurs du territoire et de sélectionner soi-même ses partenaires. Et nous aussi, on vit en communauté. Réellement, on a un tissu de partenaires avec une confiance et une sérénité qui fait qu'on a tous envie de travailler dans le même sens. Et c'est un réel plaisir. Donc voilà, ça me fait plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. On sent le plaisir que vous avez à partager avec tout le monde. Donc effectivement, ça fait écho quand même aussi à ces besoins de plus en plus des entreprises de rendre des comptes sur leurs choix, et notamment en matière de politique RSE. Je fais un peu ma pub puisque j'enseigne la RSE à l'Estur. Donc voilà. Mais effectivement, ils ont de plus en plus de comptes à rendre, y compris vis-à-vis de leurs investisseurs, etc. Donc ce type d'offre correspond tout à fait à ce qu'ils peuvent mettre dans leur rapport RSE à la fin de l'année. Donc pour eux, c'est double succès, quoi. Peut-on parler de tourisme d'affaires? Telle est la question. Pour moi, c'est de la rencontre professionnelle. C'est du tourisme, car on sait très bien qu'un tourisme d'affaires qui va être conquis par un territoire, par des rencontres, va revenir en privé avec son épouse, ses enfants et voilà, le reste de la famille. Donc ils sont là pour le travail. Mais souvent, on a un prétexte, mettez-moi une ligne séminaire, mais on a beaucoup de temps de cohésion quand même. Voilà. Oui, c'est un prétexte un peu, le travail. Par ailleurs, Karine, en 1 minute, parce que j'ai déjà dépassé le temps, mais vous faites partie des professionnels qui sont engagés dans le projet du Plessis-Mornay. Comment est-ce que vous y êtes impliqués? Et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer 2 étudiantes du Plessis-Mornay qui, suite à notre échange, c'était de se dire en quoi vous vous sentez impliqués. Et naturellement, c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas parce que c'est notre fibre depuis le début. Donc on ne va pas dire, je ne sais pas, on est engagé depuis le début, donc on ne va pas écrire, on n'est pas du genre à afficher et en quoi on s'engage, est-ce qu'on va vers une labellisation, quelle labellisation, est-ce qu'il y a du greenwashing, vers quoi on va. Et lorsqu'ils nous ont parlé de leur projet, on s'est dit, écoutez, il n'y a aucun problème, nous on a envie de promouvoir, de développer, donc plutôt aujourd'hui sur le tourisme d'affaires, pour sensibiliser encore une fois les rencontres professionnelles, dire écoutez, ok, vous venez chez nous, mais on va le faire intelligemment. On vous reçoit dans un contexte et dans un cadre, respectez cet environnement, respectons ensemble ce cadre, et vous allez voir, si on veut préserver les nidifications et compagnie, eh bien c'est grâce à vous, grâce à votre implication, votre venue aussi. Mais faisons-le ensemble intelligemment. Donc les étudiantes ont travaillé sur une page vitrine, sur nos engagements, sur notre site web. Et puis là, ce n'est que le début, c'est une amorce, je dirais, sur la communication, puisqu'on était encore une fois plutôt timide sur la communication, mais aujourd'hui, il faut parler, il faut dire ce que l'on fait. Donc on regarde quelle labellisation serait la plus pertinente pour voir vers laquelle se rendre. Effectivement, ça avait vraiment du sens pour nous de rejoindre ce projet avec ces jeunes. Il faut dire ce qu'on fait, il faut faire ce qu'on dit, parce que sinon ça revient vite aussi. Pour finir, je m'adresse à Clément, qui a rejoint la Loire à vélo en septembre 2023, donc tout récemment.
Donc la Loire à vélo, c'est 2 régions, c'est 6 départements et qui viennent de se constituer en comité d'itinéraire. Donc Claire, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les objectifs de cette évolution et à quoi ça va servir ce comité d'itinéraire? C'est quoi ses objectifs? Tout à fait, merci. Ça marche? Ça va venir, ça prend 2 secondes. D'accord, ok. Ça y est, c'est bon, merci. D'abord, pour présenter rapidement la Loire à vélo en elle-même. La Loire à vélo, c'est quand même un itinéraire cyclable particulièrement long. On est sur 600 km de Saint-Brévin à Nevers. Cuffy, très... Je tente un changement de micro, c'est que je n'ai pas l'habitude. Du coup, on est à 600 km et on a également 300 km en plus de boucles et d'échappées. Et comme vous le disiez, c'est 2 régions et 6 départements, bientôt 6 agglomérations qui vont rejoindre le comité d'itinéraire. Et qu'est-ce qu'on fait au comité d'itinéraire? L'idée, c'est de pouvoir mettre du budget ensemble et de pouvoir travailler ensemble pour développer globalement la Loire à vélo. On travaille sur plusieurs aspects. On travaille évidemment sur la promotion de l'itinéraire, le marketing, etc. On a des belles cartes, des beaux passeports. Mais aussi, on travaille sur la partie réellement aménagement, la partie revêtement simplement. Et là, ce n'est pas une chose facile non plus de mettre tous les aménageurs dans la même boucle. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui est service pour accueillir et répondre aux demandes spécifiques aux cyclotouristes et donc mettre en avant tous les professionnels le long de la Loire à vélo. Aujourd'hui, on est sur l'itinéraire à plus de 1000 professionnels qui sont inscrits au label Accueil Vélo. Donc il y en a et ça continue de grandir, donc ça c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, c'est 1,8 million de passages en 2022 sur la Loire à vélo, sur la saison. Donc c'est une très bonne fréquentation. Et il faut savoir quand même que le panier moyen d'un cyclotouriste, c'est 69 € par jour. C'est largement au-dessus d'un touriste, entre guillemets, classique. Et ce sont des touristes qui sont un petit peu, je le mets entre guillemets, mais un petit peu coincés, où ils vont vraiment aller chercher, ils vont aller manger local, ils vont aller visiter, ils vont profiter. Sur la Loire à vélo, les cyclotouristes, ils font assez peu de kilomètres par jour. On est à peu près à 30-40 km. Ça ne représente pas beaucoup d'heures de vélo. On est 2 heures sur la selle. Et le reste du temps, on va profiter de ce qu'on a autour de nous. Et c'est comme ça que vraiment, on vient profiter de ce territoire qu'on traverse. Comme on n'a pas de quoi se préparer à manger, etc., on va au restaurant, etc., donc on profite du territoire. Donc effectivement, la Loire à vélo est connue comme l'une des véloroutes majeures en France. En matière de découverte de proximité, donc on vient de parler des restaurants, c'est peut-être aussi, est-ce que les vélotouristes visitent les sites? Du coup, s'ils sont que 2 heures sur le vélo, ils ont le temps d'aller visiter des châteaux, des caves, peut-être pas trop de caves, parce qu'après... plus difficile. Après, on pédale plus très droit. Et on n'est pas censé faire du vélo en étant un petit peu alcoolisé. Mais évidemment, les cyclotouristes consacrent beaucoup de temps à visiter. Et nous, en tant que comité d'itinéraire, aux côtés des régions et des départements, on vient mettre aussi en valeur ces territoires. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que 80% de notre clientèle, elle est française. On a sur notre clientèle, alors selon les types de cyclotouristes, mais on est à peu près à 1/3 des personnes qui viennent des régions qui sont traversées, donc de la région Centre ou de la région Pays de la Loire. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'on vient redécouvrir son propre territoire sous un angle différent. J'ai oublié la question, mais... Non, mais c'est très bien. Non, j'avais une autre question aussi, puisqu'on a beaucoup parlé. Comment est-ce que la pratique du vélo favorise aussi la création d'emplois sur les territoires qui sont traversés? Alors, on a parlé un peu aussi des fournisseurs de matériel, de la réparation. Voilà. Est-ce que ça favorise, est-ce que vous avez des études là-dessus sur la création d'emplois autour du vélo? Alors, j'aurais pas de chiffres à vous donner, mais on sait que le cyclotourisme vient soutenir globalement la filière vélo et du tourisme dans les régions traversées. Tout d'abord, on a les personnes qui viennent sur la Loire à vélo, qui sont des excursionnistes, donc qui se posent à un endroit et qui font ce qu'on appelle des marguerites, qui font des petites boucles autour de leur lieu de vacances, ils choisissent ce lieu-là parce qu'il y a la Loire à vélo. Et donc, ils ne viennent pas faire que la Loire à vélo, et par là, ils viennent alimenter aussi tous les territoires grâce aux boucles locales, grâce
je ne sais pas, à des balades organisées, etc. Et on a beaucoup dans le cyclotourisme de liens à faire avec les filières locales du tourisme. On a par exemple le no-tourisme qui se développe très bien avec le cyclotourisme. Les caves sont évidemment sur la Loire à vélo et je sais qu'elles sont appréciées. On a aussi tout ce qui est tourisme de savoir-faire autour de la fabrication du vélo. On a tous les professionnels qui peuvent être accueillis dans le cadre, enfin intégrés dans le cadre de Accueil Vélo. Et on est sur des besoins spécifiques et on recherche un peu de la qualité et de la rencontre également. Et puis en dehors de ça, mais je vais l'aborder très rapidement parce que peut-être qu'aujourd'hui ça nous concerne moins, mais aussi dans la région Centre, Pays de la Loire et Bretagne, on a un consortium d'entreprises qui s'est construit autour du vélo qui s'appelle SIGO, qui réunit aujourd'hui plus de 60 professionnels, que ce soit dans le service, dans la construction. On est vraiment dans tout ce qui est réindustrialisation de la France. Et on a des fleurons vraiment de l'industrie française, avec notamment la manufacture française. Et ce sont des entreprises réellement porteuses d'emplois dans ces régions-là. Merci. J'avais une autre question. Vous avez par le passé organisé des balades à vélo à la rencontre des producteurs locaux dans un précédent emploi dans le Sud. Est-ce que c'est un projet qui pourrait être susceptible d'être porté par un comité d'itinéraire que d'organiser des choses, enfin, d'organiser des séjours? J'en profite pour faire appel à la communauté, puisque l'année prochaine, nous fêterons les 20 ans de la Loire à vélo. C'est un des premiers itinéraires. 20 ans, ça correspond à la première portion qui a été balisée de la Loire à vélo à côté de Tours. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons proposer, et vous aurez bientôt des nouvelles de ça, un cadre dans lequel inscrire vos événements si vous le souhaitez. Et alors, ce n'est pas forcément la place d'un comité d'itinéraire de part de l'événementiel, mais du faire de lien entre les filières, permettre aux filières de se rencontrer et surtout de mettre en avant ce que proposent les différents partenaires. Là est notre rôle, mais on est très à l'écoute de tous ces projets, prêts à les mettre en avant et à mettre en contact. Et on accueille tout ça avec grand plaisir, notamment au niveau les départements portent des choses, les régions, les offices. Du coup, voilà. Nous, on est plutôt dans l'accompagnement de ces projets-là, mais on espère pouvoir les mettre plus en avant. D'accord. Et dernière question avant de donner la parole à la salle quelques minutes. Il y a le gouvernement qui a lancé un plan vélo-tourisme l'année dernière, me semble-t-il. Pardon, il y a mon téléphone qui sonne. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Parce que ça concerne beaucoup de professionnels ici et des territoires. Donc en 2 mots, est-ce que vous pouvez parler rapidement de ce plan vélo-tourisme? Alors en 2 mots, la France a pour objectif de devenir le numéro 1 en Europe du cyclotourisme. On a de la concurrence avec l'Allemagne, on n'y est pas encore. Mais c'est l'objectif et pour ça, il a mis en place le programme autour du vélo-tourisme, qui est un programme d'accompagnement des professionnels, des structures publiques, des comités d'itinéraire, qui vise à renforcer l'attractivité des territoires, à renforcer le développement économique des structures, et tout ça autour du vélo. Donc on avait 65 millions de consacrés sur les 3 ans. Et donc le programme ne cesse d'évoluer, il évolue encore cette année, et c'est des demandes qui sont traitées au fil de l'eau, mais en gros on a l'accompagnement des professionnels pour aller vers de l'accueil vélo, donc ça peut être pour acheter, je ne sais pas, par exemple des arceaux pour accrocher son vélo, des bornes de recharge, ce genre de choses. On a aussi l'accompagnement des structures publiques pour mettre en valeur son territoire sur les itinéraires cyclotouristiques. Donc voilà, c'est un programme très très large. Je vous invite vraiment à vous renseigner si ça vous intéresse, parce que le programme ne fait que s'élargir et être de plus en plus ouvert sur les critères pour en bénéficier. Merci Claire. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors c'est pas parce que je dis on n'a pas beaucoup de temps qu'il ne faut pas en poser du tout. Hein. Oui. Oui, bonjour. Une question justement pour Madame Clément. J'ai bien entendu les investissements sur les parcours, etc. Mais pour le touriste de cyclotourisme, à quand l'application Loire à vélo? Parce qu'aujourd'hui, avoir sur son vélo une carte, c'est pas forcément pratique.
Notre établissement est labellisé Loire à vélo, Accueil Vélo. On reçoit des clients, notamment étrangers, et sur l'Allemagne, c'est des applications qui existent. On voit, entre parenthèses, on en discute un aparté tout à l'heure avant midi, sur ce qui se passe en ce moment en termes de météo. Je pense que sur le circuit, en ce moment, il doit y avoir quelques petits problèmes de circulation. D'avoir une application type, on va dire, le Waze du cyclotourisme qui permet en plus d'être interactif. Mais ça devient urgent. Merci pour votre question. Effectivement, et c'est aussi pour ça qu'on s'est regroupé en comité d'itinéraire pour avoir plus de puissance de frappe et de développement, de possibilités de développement. Je dirais que développer le Waze du cyclotourisme, et j'ai hâte en tant que pratiquante, ça appartient plutôt au niveau national dans le cadre de cette stratégie de vélotourisme, et avec FVT qui révise cette année sa plateforme de France Vélotourisme, qui va vers justement une meilleure utilisation sur smartphone et un accompagnement au cours du voyage. Et du coup, on est en évolution aussi là-dessus. Ça fait partie de nos grands chantiers de cette année. Et l'année prochaine, il y aura un nouveau site internet qui verra le jour à ce sujet, avec vraiment axé sur la pratique pendant le voyage. Et après, en tout ce qui concerne la coordination sur des événements majeurs comme les inondations actuellement, on l'a vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec les grands incendies sur d'autres itinéraires. C'est une question qui nous occupe énormément. Et on se questionne aujourd'hui sur comment mieux travailler là-dessus. Aujourd'hui, ça remonte sur nos réseaux sociaux, notre site internet, dans la mesure où nous obtenons nous-mêmes les informations, parce qu'il est là le problème. Et ce matin encore, on a envoyé un message à tous nos TO et nos offices partenaires pour les prévenir qu'effectivement, il y a un certain nombre de déviations aujourd'hui sur la Loire à vélo. Merci Claire. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui. Oui, moi aussi j'avais une question pour Claire Clément. Le comité de pilotage de la Loire à vélo, c'est quelque chose, ça fait plus de 20 ans que j'œuvre ça, que je mets ça dans mes vœux. J'ai fait partie du premier groupe qui a travaillé le projet de la Loire à vélo, donc bien avant l'ouverture, plus de 10 ans avant. Et aujourd'hui, c'est génial qu'il existe, sauf qu'il manque un élément dedans. Il n'y a aucun professionnel. J'entends complètement la question. Le comité est tout récent, puisqu'on a lancé notre première réunion ensemble en décembre de cette année, là, 2023, qui vient de s'écouler. On apprend déjà à travailler ensemble. Ça fait du monde autour de la table. 6 conseils départementaux, 6 ADT, 2 régions et leurs agences de tourisme, bientôt 6 agglomérations et 6 offices de tourisme en plus. Et à venir, effectivement, l'animation de notre réseau. C'est une question qui est en cours de réflexion. Il faut nous laisser un peu le temps d'apprendre à travailler ensemble, mais on y pense. Et effectivement, je pense qu'il y a des itinéraires qui sont très forts là-dessus, et on va s'en inspirer pour se développer à l'avenir. Là, vous avez des tas de professionnels qui sont partants pour vous aider là-dedans. Une dernière question ? Non ? Alors, bon, de toute façon, on reste ensemble. Je vais conclure rapidement. Merci déjà à tous nos intervenants, et on continue avec ceux qui seront avec nous à Ackerman. Merci aux intervenants de l'ensemble de la journée pour leurs actions, pour leurs témoignages, qui illustrent si bien les vertus d'un travail en réseau. On a beaucoup utilisé ces termes-là aujourd'hui, de collaboration, intelligence collective, complicité, complémentarité, sincérité, rencontre. Ça, c'est tous les mots-clés que j'ai notés au cours de la journée. Et c'est tout ça qui fait la découverte de proximité. Merci à vous tous d'être venus nombreux, et aussi à celles et ceux qui nous ont suivis en ligne. Donc toute cette journée, ces tables rondes, vous pourrez les retrouver en replay sur la chaîne YouTube du campus. Donc maintenant, on va prendre le chemin des caves Ackerman pour une visite, comme je le disais, qui illustrera parfaitement la collaboration entre différents acteurs d'un territoire. Et puis enfin, je tiens à remercier tous les étudiants qui ont participé à la logistique de cette journée, à l'accueil, à la restauration, aux ateliers découvertes, et ainsi qu'à François-Jean et Léa qui ont tout orchestré, les intervenants, l'organisation, la logistique. Un grand bravo à eux.
Et merci enfin au Plus de nous avoir accueillis et à nos partenaires, donc le groupement des hôtelleries et restaurations et à Solutions & Co, l'agence de développement économique des Pays de la Loire. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on va continuer à passer un bon moment ensemble chez Ackerman, et un grand merci à tous.